Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on s'amuse en affaires parce qu'on a des êtres humains avec nous. On parle pas juste de business comme on dit. Oui, on parle d'affaires, c'est bien ça, c'est dans la jungle des affaires. Hey, ça fait 4 fois que je dis le mot affaires, ça n'a pas de bon sens. Mais on jase aussi avec des beaux êtres humains. Puis en parlant de beaux êtres humains, ben on est gâtés aujourd'hui. D'abord, premièrement, je suis en bonne compagnie. Caroline Gagnaire, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci. On a fait ça ensemble hier, Oui. puis on en fait encore aujourd'hui. Oui. Puis tantôt, on va faire toi aussi. Oui. Parce que c'est en affaire avec monsieur, comment il s'appelle qui va nous accompagner? Bardier. Benoît Bardier, on va en parler tantôt de Pour ça. le groupe Conseil Bardier. Le groupe Conseil Bardier. On a une firme Là, qui est spécialisée en CNSST, tout ce qui est cotisation, le volet financier. On va en parler tantôt. Oui, mais plus non, en mais c'est détail. bon que tu nous en parles parce que des fois, les gens vont écouter l'entrevue avec Sylvain, puis ils n'auront peut-être pas le temps d'écouter ton entrevue, fait qu'ils vont savoir que tu vas les avoir comme titillés. Des fois, on dit, on lance une perche. À la fin, ils vont vouloir l'écouter, mon émission. Bon, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Hier, on a eu des beaux invités. Oui. On est gâtés encore aujourd'hui. Sylvain Guimond, le vrai Sylvain qui est avec nous. Salut, Sylvain. Allô, ça va bien? Bonjour. Allô. Merci d'avoir accepté enfin, dirons Ah ouais, c'était difficile, hein? On a eu de la difficulté à trouver un moment pour le faire. On s'est cruisé longtemps. Exactement. C'est l'inverse aujourd'hui. Les gens ne se croisent pas longtemps. Non, c'est ça. Nous autres, on a pris notre temps. On a pris notre temps. On est à la vieille mode. On est à la vieille mode, puis on aime ça de même. Merci beaucoup, Sylvain. Puis comme je t'expliquais, ce qui est le fun avec nos auditeurs, c'est d'aller dans de quoi de nouveau, d'aller dans l'être humain. Tu sais, on se laisse aller dans ça. On va parler d'affaires, c'est bien sûr. On va parler de biotonique, c'est bien sûr. On va parler de tes conférences, ton horaire de premier ministre. On va même parler de Joanne. Ben oui. Hey, pourquoi pas? Hein? Parce que pas de Joanne, pas de Sylvain, là. Exactement. Hey, on le sait, hein? Tu l'as dit assez souvent. Puis Caroline aussi, elle a plein de questions pour toi. Fait que ça va être le fun. D'entrée de jeu, nous autres, on veut savoir le petit Sylvain. Hein, on aime ça, savoir ça. Le petit Sylvain, là, quand il était tout petit, pas tout petit en grandeur. Il est encore tout petit, hein? Je sais que tu vas m'agacer avec ça, mais quand tu étais le petit Sylvain, il pensait-tu un jour d'être où est-ce qu'il est là aujourd'hui? Il le voyais-tu, ça? J'avais pas vraiment, à part de me voir jouer au hockey dans la Ligue nationale ou au baseball professionnel, Ouais. j'avais pas des visées autres que ça quand j'étais jeune. Un conférencier de renom, pas en tout. Un homme d'affaires, parce que tu Oui, mais je viens d'une famille de gens d'affaires. Ah, OK. Puis, tu avais déjà la bosse dans l'ADN. Oui, j'avais ça. Ma famille, c'est tous des gens qui sont des entrepreneurs. Puis c'est drôle parce qu'on parle d'affaires. Moi, je fais une grande distinction entre un entrepreneur puis des gens d'affaires. Mm-hmm. En fait, autant un homme d'affaires qu'une femme d'affaires. Ouais. Moi, je me considère pas comme un homme d'affaires. OK. Hein? Je me considère comme un entrepreneur. OK. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a une idée, qui va créer quelque chose, puis il va partir quelque chose, puis il va prendre énormément de risques. Puis là, il va tout mettre ce qu'il y a parce que là, il n'y a pas financièrement, il est souvent pas super à l'aise. Il commence tough. De quoi, puis il prend... Tandis qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires, c'est des gens qui font des affaires. Eux, le produit en tant que tel, comme nous en ce moment, moi je vais vous parler de Biotonix, mais c'est quelque chose que j'ai inventé, que j'ai créé. J'ai 9 brevets là-dessus, puis j'ai des cabochons qui ont parti avec moi, qui ont cru en ce que je fais, puis ils sont venus m'aider. Puis ça a donné une entreprise. Puis c'est ça, être un entrepreneur. Des gens d'affaires, pour moi, j'en ai côtoyé énormément. Puis c'est des gens qui prennent des affaires puis ils les font fructifier pour faire des affaires, mais on pourrait faire n'importe quoi. Ça dérange pas c'est quoi qu'on fait, pourvu qu'en bout de ligne, ça donne des profits puis ça donne de l'argent. Ça donne du cash. Du cash. Donc, c'est des gens qui vont faire fructifier des choses. Et on en a besoin de ça. On a besoin... J'aime ça, cette métaphore-là, cette différence-là. Parce que à différentes étapes d'une entreprise, tu as besoin de différentes personnes. Tu as besoin... La première, je l'appelle toujours, c'est le penseur. Tu as besoin de quelqu'un qui a eu l'idée. Ouais. Il y a une idée derrière une entreprise. Fait que c'est le créatif. Et lui, dans sa personnalité, bien, il veut toujours créer plus. Lui, il a du fun à créer, à inventer puis à produire. Tu as une deuxième affaire, une deuxième personne
qui est avec cette personne-là, que j'appelle l'artisan. Souvent, c'est une femme, parce qu'ils sont pas mal plus intelligentes que nous autres. Ben oui, ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, je t'appuie. Les femmes sont beaucoup plus... une femme, ça... It makes things happen. Ça fait que ça arrive, les choses. Puis c'est capable de diriger plusieurs choses en même temps. Nous autres... on est pas mal dans le corridor. C'est ça. Mais ils vont prendre souvent, puis ils vont venir supporter, puis ils sont heureuses de faire ça. Ouais. Ils ont un côté maternel qui vont prendre soin des gens, puis on a absolument besoin de ça. Puis ça, on les appelle les artisans parce qu'ils vont faire en sorte que ça va arriver. Mm-hmm. Ils vont produire des choses. Let's do it. Puis un jour, ton entreprise devient plus grande, et là, tu as besoin de quelqu'un qui est structuré, qui va dire, OK, bien là, il va falloir répéter ça, mais là, il y a des règles à suivre parce que sinon, on va se planter, puis voici ce qu'il y en est. Puis là, tu embarques quelqu'un qui est structuré, puis qui va mettre de la structure dans l'entreprise. Et c'est là que la chicane pogne. Ouais. C'est là que ça brasse. Entre le penseur puis le structuré. Si tu les laisses dans la même pièce, ça se peut qu'il y en ait un des deux qui meurt. Et c'est là que l'artisan au centre va faire en sorte qu'il va leur faire comprendre qu'au fond, ils sont les deux indispensables l'un à l'autre. Si on veut que ça reste en santé, il faut qu'il y ait des profits à l'entreprise, puis il faut que ce soit plaisant. Puis on ne peut pas juste aller dans la créativité et tout ça. Il faut qu'un jour, il y ait... Il faut que ça se fasse. Exactement. Hein? Fait que je me souviens, là, dans mon entreprise, j'avais fait une entrevue avec la Revue des affaires, puis le titre, c'était « Vive les profits ». OK, en affaires. Puis là, ma mère, à l'époque, j'étais jeune, je venais de faire des choses aux États-Unis. J'avais vendu une partie de mon entreprise à une grande compagnie pharmaceutique, puis tout ça. Puis, financièrement, ça avait bien été pour moi. Et je parlais d'argent sur un magazine au Québec, sur la première page de la couverture. Ouais. Et... moi, j'aimais pas ça. Ah non, j'arrive chez nous, puis là, je vois une pile de magazines sur la table de la cuisine. Oui. Fait que je dis, ma mère est fière de son fils. T'sais, moi, je suis le dernier de 8. Je suis le 8e d'une famille de 8. Fait que là, je dis, je pensais qu'elle était fière de ça. Fait qu'elle dit, ton père puis moi, il faut qu'on te parle. Oups, ça va pas bien. Quand ça commence elle dit, on peut pas croire que tu parles d'argent sur un magazine, tout ça. Fait que ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle était allée dans tous les dépanneurs. Elles avaient acheté. Elles avaient acheté pour être certain que personne ne mette la main sur la revue où je parlais d'argent puis d'affaires. Fait que c'est pour dire que... C'était tabou dans ce temps-là, mais c'est encore un peu tabou. Hein? On part quand même de loin. Ouais. Parce que les gens de dire combien ils font d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait. L'argent pousse pas les arbres. C'est ça. Les riches sont pas honnêtes. Oui, c'est ça. C'est souvent vu comme étant quelque chose qui n'est pas... valorisé. Valorisé, mais je pense que notre côté peut-être chrétien, de dire que... Côté gauche. Puis honnêtement... Je le crois encore, je trouve ça dommage et triste que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Je trouve ça vraiment dommage, vraiment triste. Oui. Puis je pense que si notre société va aussi mal, c'est en grande partie parce qu'il y a trop d'iniquité dans notre société, dans la vie. Fait que non, c'est ça. Puis c'est ça un peu ma façon de voir les choses. Pas ton mélange, mais ta vision. La distinction. Puis l'artisane, c'est Anne. Puis le structuré, c'est qui dans l'entreprise? C'est Vincent, mon gars. Vincent, OK. Qui est le gars d'affaires qui a fait un MBA. Moi, ma fille Anne est médecin, mais était musicienne. Donc, ça donne une belle saveur. Oui, médecin. Exactement. Oh, wow. Puis son mari était violoniste de haut niveau. Les deux étaient premier prix conservatoire ici. Puis lui, il s'en allait étudier à Yale pour faire un doctorat en musique. Puis ma fille, après être revenue d'une série de concerts, tout ça, elle dit, le monde de la musique, c'est un monde qui est difficile, dans le sens qu'il y a quand même... Il y a beaucoup de compétition dans ça. C'est fermé peut-être aussi? Oui, c'est un monde difficile à réussir, puis il y a beaucoup de compétition. Pression aussi. Puis il y a beaucoup de pression, puis il y a beaucoup de gens qui, est-ce que tu es meilleur qu'un tel ou tout ça? Puis il y a beaucoup de comparaisons. Avec qui tu as joué, tu sais. Oui, puis c'est ça. Puis beaucoup. Fait que là, elle était plus ou moins heureuse là-dedans. Fait qu'elle est arrivée, puis elle dit, je veux m'en aller en médecine. Fait que là, j'ai dit, t'as pas fait tes cours de sciences. Elle est retournée faire ses cours de sciences pendant un an à l'université de Sherbrooke. Puis ensuite, elle s'était inscrite à l'université de Sherbrooke, à l'université de Montréal, les sciences. Puis après ça,
c'est inscrit à Sherbrooke. Puis maintenant... C'est une couple d'années. Oui, c'est beaucoup d'années. Puis écoute. Anne est un peu spéciale. Elle s'est spécialisée pour accoucher des enfants. Puis elle s'est aussi spécialisée pour faire dans les maisons de soins palliatifs. Fait que elle rentre les gens dans la vie, puis elle les ressort de la vie. C'est ça, j'allais dire. Ben oui, t'as le début et la fin. Puis elle enseigne aussi à la bonne Université de Sherbrooke. Puis son conjoint, lui, ben, il est devenu nucléiste. Puis ces gens-là, ben, tu l'as vu, on voit que tu es bien renseigné. Ils sont avec moi dans mon entreprise. Puis mon fils, Vincent, ben, lui, il a fait un MBA. Il est allé jouer au hockey aux États-Unis. Ouais. Il a fait un MBA. Puis par la suite, il s'est spécialisé à l'Université d'Harvard en Disruptive Business. Disruptive Business, c'est la nouvelle chose que toutes les entreprises aujourd'hui, pour se démarquer, ben, il faut qu'ils soient différents. Puis ils viennent un peu disruptive, je ne sais pas c'est quoi en français. Ben, ils sortent du standard. Déranger. C'est ça le bon mot. Merci, Caroline. Ils viennent déranger un peu à faire les choses différemment. Et quand on fait les choses différemment, ben, on se démarque. Pour se démarquer, il faut que tu fasses les choses différemment. Ben oui. C'est pas Einstein qui disait ça, là. Oui. C'est sa spécialité qu'il a faite à l'Université d'Harvard. Puis il a joué professionnel en Europe, en Suède. Fait que il y a eu cette discipline-là de dire ben, ce qu'il voulait faire. Fait que je pense dans le monde des affaires, autant que le monde du sport, c'est tellement semblable. Pour réussir il y a beaucoup de parallèles. Hein? C'est pratiquement identique. Oui, vraiment. Donc, souvent, j'ai un de mes amis qui est un spécialiste en biomécanique qui enseigne aux patineurs artistiques à faire des spins. Des spins, là, tu sais. Lui, il fait virer le monde. Puis Ghislain, quand il enseigne ça, il dit aux gens que dans chaque athlète, on a besoin de 3 choses extrêmement importantes, puis j'adhère à ça à 100%. Un, ça prend du désir. Mais c'est vrai en affaires. Si tu es un entrepreneur ou une femme d'affaires ou des gens d'affaires, il faut que tu aies un désir qui est énorme parce que ça va prendre beaucoup... tu sais que tu vas tomber, souvent, tu te relèves à chaque fois. C'est une chose qui est certaine, si tu es en affaires, chaque jour, tu as des problèmes à régler. C'est clair. C'est la vie. Donc, il faut que ton désir soit tellement fort que tu es prête à avoir ce qu'on a... À partir du désir, il faut que tu aies de la détermination. Il faut que tu sois vraiment déterminé parce que le désir, c'est qu'est-ce que je veux. La détermination, c'est le prix que je suis prête à payer pour obtenir ce que je désire. C'est bien beau de le vouloir, mais je suis prêt à faire les efforts. Exactement. Puis le troisième, c'est la discipline. Si j'ai pas la discipline, je vais faire en sorte qu'à un moment donné, je vais me perdre. Je vais pas être capable de structurer mes choses pour arriver à ouais. Puis souvent, dans les athlètes, on les voit, il y a des gens qui disent « Ah, lui, il avait beaucoup de talent, pourtant, il n'a pas réussi autant qu'un autre. » Mais c'est parce que la discipline a souvent manqué. Puis le talent, c'est un cadeau empoisonné. Oui. Parce que le talent, souvent, si les gens comptent sur leur talent, mais sans y mettre les efforts, ben ils réussiront jamais aussi bien que quelqu'un qui a moins de talent, mais qui met plus d'efforts. Dans le monde des affaires, c'est, selon moi, la même chose. Même que des fois, on entend souvent les entrepreneurs, quand ils engagent du personnel, ils vont opter plus pour l'attitude, pour être capable de le former, tandis que l'autre qui a plein d'aptitudes, hein, on va dire, il n'y a pas justement le mindset. L'attitude, c'est vraiment... Ce qui est le plus important, tu sais, Richard Branson, quand il engage des gens, il va aller chercher lui-même des en chauffeur de taxi. Et quand il arrive à son bureau, il fait l'entrevue. Mais ce qui arrive avec le carton à l'aéroport, puis il monte le carton, la personne embarque avec lui. La personne pense que c'est un chauffeur de taxi. Ce qu'il fait, c'est qu'il analyse comment la personne s'est comportée avec un chauffeur de taxi. Avec le chauffeur. Pour voir sa vraie personnalité. Exactement. Fait que si c'est bien comporté, il va aller faire l'entrevue avec la personne. Puis si la personne a été exécrable avec le chauffeur de taxi, il va faire un demi-tour dans son stationnement. Puis il retourne conduire le trou à l'aéroport. Puis il dit, on n'engage pas des gens comme ça. C'est beaucoup mieux d'engager des gens avec une belle attitude puis leur donner des compétences que d'engager des gens qui ont de la compétence mais qui n'ont pas une bonne attitude. Exact. C'est plus facile d'enseigner que c'est facile de changer une personnalité ou des traits de caractère. Puis ça, c'est important parce que pour moi, les gens, souvent, on utilise un terme, on dit « Ah, il y a une belle personnalité, une moins belle personnalité. » Puis toi, t'es formé par le groupe Novo, là. En fait, il n'y a pas de belle ou de moins belle personnalité. La personnalité, c'est neutre. Mais on a des gens qui ont des bons et des mauvais caractères. Et la médecine a été formée sur les traits de caractère. Les premiers, Socrate puis Galien,
Lorsqu'ils ont commencé par les fluides. Puis on la voit maintenant dans de la médecine. La médecine a été faite à partir des fluides. Donc, on avait des gens qui avaient de la bile jaune, de la bile noire. Il y avait des gens qui étaient des sanguins, des gens qui étaient lymphatiques. Et c'est comme ça qu'on était en même de traiter les problèmes de santé. La médecine a été bâtie là-dessus. Puis aujourd'hui, on a un peu séparé la médecine du caractère, puis du côté mental. plus mental. Puis on revient à ça aujourd'hui. On revient à dire qu'il faut regarder la personne dans son ensemble. Dans son ensemble. Puis à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'était le côté caractère. Donc, on a longtemps, par les philosophes qui se sont posés la question du pourquoi des choses, on s'est posé des questions sur les caractères, les traits de caractère des gens. Quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est valeureux, qui va avoir certaines valeurs vraiment profondes. Myers-Briggs, lui, est arrivé dans les années 1900. Puis Carl Jung, le premier qui a parlé de personnalité, des traits de caractère, c'est les philosophes qui nous en ont parlé le plus. Puis les personnalités, c'est les psychologues. Les psychologues qui sont arrivés. Et la psychologie, c'est jeune. Ouais. C'est arrivé seulement au début du siècle. Oui, c'est vrai, ça n'a même pas 200 ans. Ça fait pas longtemps. Et ce qu'ils ont fait, c'est que les gens qui étaient au niveau des philosophes se posaient la question du pourquoi des choses. Donc, ça pouvait être la religion, ça peut être la science, ça peut être les mathématiques, ça peut être plein de choses. Tandis que les psychologues se sont intéressés au comportement de l'être humain. Donc, le côté qu'on appelle behavioral. Donc, comment l'être humain se comporte et pourquoi il se comporte de cette façon-là. Et on a eu Eldar, il y a eu Freud, il y a eu Carl Jung. Carl Jung, lui, s'est intéressé aux personnalités des gens. Donc, si t'es extroverti ou introverti, si t'es sensitif ou intuitif, si t'es thinker-feeler. Ça, c'est les 3 premières dichotomies de la personnalité. Et la 4e, c'est 2 femmes qui ont fait ça, la mère et la fille. Myers et Briggs, qui, eux, se sont intéressés à la partie de l'attitude de l'individu. Donc, la partie est-ce que je suis rigide ou je suis souple dans ce que je fais. Puis c'est comme ça que est né le Myers-Briggs, le MBTI. Mais c'est tout ça, les 3 premières dichotomies viennent de Carl Jung au niveau de la personnalité. C'est intéressant. Donc, et la personnalité, c'est une fonction. Donc, c'est la façon dont je fonctionne. Tandis que les traits de caractère, c'est ma façon dont je suis. C'est très différent. C'est très différent. J'aimerais remercier mon ami Louis Caillouette, président chez IBAX, service en bâtiment. IBAX, ils nous font confiance, sont gentils, ils nous appuient. Notre ami Louis est derrière nous dans la jungle des affaires. Merci infiniment de nous supporter. IBAX, c'est tous les services d'expertise en bâtiment sous un même toit. Oui, tout à la même place. On va analyser les contraintes techniques, on va vous parler d'estimation, naturellement, on va parler de budget, on va vous faire des recommandations personnalisées et beaucoup plus parce que IBAX, c'est des gens de confiance, des gens de cœur. Vous avez un projet en tête, validez la faisabilité de votre projet avec l'équipe de IBAX. IBAX, EBAX.ca. Il y a des motivations aussi à cette heure avec Nova. Ils ont ajouté nos motivations. Mais ça, je trouve que c'est un beau complément. Parce que... Moi, on parle de risques psychosociaux parce que tu es là-dedans, absolument, en ce moment. Mais les risques psychosociaux, on parle de ça dans le monde du travail, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Si l'être humain reste en bonne santé ou en moins bonne santé, il y a une partie génétique, il y a une partie des habitudes de vie, mais il y a une très grande partie qui est surtout et avant tout les relations qu'il crée dans sa vie. Donc, si vous regardez Blue Zone, là, ou si vous allez voir une recherche à l'Université d'Harvard qui était faite depuis les années 75 ans, je pense. Exactement, c'est la plus longue longitudinale qu'on a fait. Puis on a commencé avec des hommes au départ, après ça, on a ajouté les femmes, on a ajouté les enfants, les petits-enfants, maintenant les arrière-petits-enfants. Le bonheur, la happiness. Exact. Et on s'est rendu compte que ce qui nous gardait le plus en bonne santé, c'est nos relations saines qu'on a quand on a des gens avec qui on peut se parler. Donc moi, en étant avec des athlètes de haut niveau, quand j'étais avec le Canadien de Montréal, je faisais faire des tests de personnalité à chaque joueur. J'ai pas pris le 5 big, j'ai vraiment pris... Je voulais pas mêler le côté agreeableness, des choses-là, qui fait partie pour moi du caractère. Qui est important. Oui, mais j'ai fait mon doctorat sur la posture, la personnalité et les douleurs, le 3P. Là. Ouais. Et pour moi, c'était important de ne pas mêler la façon d'être et la façon de fonctionner. Donc, je voulais la fonction. Je voulais pas avoir des traits de caractère.
à partir de ce que j'ai écrit lorsque j'ai fait ma dissertation pour le présenter pour mon doctorat, j'ai eu une grande surprise de voir qu'il y avait un lien très près entre la posture des gens, qui est très physique, de la façon dont on se tient, et notre personnalité. Et dans la posture, on a des postures qu'on appelle... C'est deux l'homme et la femme, le mari et la femme, qui ont créé un système d'évaluation posturale sur 4 grandes postures. Une posture droite, posture avec hyperlordose, hypersyphose, un flat back, le dos plat, et une translation avant du bassin. Et quand Kendall ont développé ça, moi, je me suis dit, wow, ça me donne les chaînes musculaires si j'ai de la tension. Mais mon corps, lui, c'est pas la différence entre un stress physique et un stress psychologique. Il n'y en a aucune différence pour lui. Un stress, c'est une force, tout simplement. Donc, quand... C'est un signe, c'est un alarme? C'est le système qui fait en sorte que je devrais me défendre contre un agresseur. Oui, c'est ça. Qui soit autant physique, contre la gravité, ou comment je suis positionné, ou un mouvement répétitif que je vais faire régulièrement, ou un stress mental que je me crée moi-même par la perception que je fais des événements qui m'arrivent. Ben oui, c'est ça. Ben, juste l'anxiété, souvent, ça peut être quand même assez... c'est impressionnant comment que ça peut avoir des symptômes physiques. Oui, puis de plus en plus jeune, et de plus en plus répandu dans notre société. Puis avec Joanne, ma conjointe, on a fait un livre qui s'appelle « Anxiété sur mon invité ». Donc, il faut inviter l'anxiété. Le problème, c'est que le stress, c'est comme une force. En fait, le stress, c'est comme une belle-mère. Si tu l'invites, elle ne viendra pas, mais si tu ne l'invites pas, elle va être là. OK? C'est ça. Le stress, il a un impact sur vous que lorsque vous lui donnez de l'attention. Et quand on est stressé... C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, tu dis, il est donc bien calme, lui. On dirait qu'il n'y a rien qui l'ébranle. Ils sont chanceux, ceux-là. Non, mais t'as raison, c'est comme si pour lui, c'était comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais il n'y a personne qui n'est pas stressé. Je pense que c'est comme qu'il dit, c'est la façon qu'il va l'interpréter. Oui, c'est ça. Le stress, il n'y a pas le même impact. La même chose. Deux personnes qui vivent exactement les mêmes événements ne vont pas vivre l'événement exactement pareil. Non. Par leur perception, l'acceptation qu'ils font de cette perception-là va déterminer les sentiments qu'ils vont avoir. Donc, Carl Jung, quand il a fait les types de personnalité, moi, ça m'intéressait de voir est-ce que, selon ma personnalité, je vais fonctionner différemment avec le stress que j'ai. Et pour faire ça, je me suis relié à un monsieur qui s'appelle Dr. Sarno à l'Institut de la douleur à New York, qui, lui, était un psychiatre et qui avait fait son cours aussi de physiatre. Donc, pour ceux qui connaissent la psychiatrie, c'est tout le côté au niveau de la santé mentale. Et la physiatrie, c'est le côté vraiment physique de la médecine. Et lui a démontré clairement qu'on ne pouvait pas avoir des problèmes chroniques, de douleurs chroniques, sans avoir des problèmes éventuellement au niveau psychologique. Parce que c'est pas vivable. Une connexion, c'est ça. Les gens qui vivent, ceux qui m'écoutent en ce moment, puis qui vivent avec des douleurs, savent que ça affecte leur vie, puis ça peut être la qualité de leur vie, de leur morale et tout. C'est ça, les gens. Puis tu es dans ce domaine-là, en plus. Tu le sais très bien, qu'il y a un lien. Puis on peut pas les dissocier. Donc, pour moi, je voulais faire le lien entre la douleur, la posture, personnalité et les douleurs pour démontrer qu'il y avait un lien. Et ma question, c'était si je corrige en partie la posture d'un individu avec des exercices qui est très physique, est-ce que j'aurais un impact sur ma personnalité? Et selon vous? Moi, je dirais oui. Oui. Ouais. On se rapproche du centre des dichotomies. Le but dans une dichotomie, la dichotomie, c'est est-ce que je suis extroverti ou introverti? Ouais. Fait que si... je ne sais pas si vous voulez aller jusque-là. Non, on a du fun. Moi, je vois tes paroles. Et mes auditeurs vont aimer ça aussi. OK. Quand on parle de personnalité, imaginez que vous avez un ordinateur. L'être humain fonctionne comme un ordinateur. C'est drôle parce que lorsque Carl Jung a été celui qui a créé ça, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. C'est ça que j'allais dire. Donc, il a vraiment pensé que de cette façon-là, indirectement, sans le savoir. Mais je vais vous expliquer comment moi je le perçois. Quand j'ai un ordinateur, il faut que je branche l'ordinateur dans le mur où il va fonctionner à batterie. Oui. L'être humain fonctionne exactement pareil. La première partie, ça s'appelle l'orientation, c'est l'énergie de l'individu. Si je suis extroverti, ça ne veut pas dire que... On va monter le bout de sa table. Non, c'est ça, ça veut pas dire ça. Et si je suis introverti, ça veut pas dire non plus que je suis gêné et que je veux pas rien savoir du monde. Puis je vais dormir. Sauvage. C'est que mon niveau d'énergie, pour fonctionner, j'ai besoin de me retrouver seul pour créer de l'énergie. Pour une raison simple, c'est vraiment au niveau physiologique, c'est que les gens qui sont extrovertis ont besoin de dopamine. Ouais. Donc, en rencontrant du monde, puis de quoi qui bouge.
Les introvertis, s'ils ont trop de dopamine, ils vont dire non, that's enough, c'est assez. Ouais. Donc, eux autres, ils ont besoin de se retrouver seuls pour créer de l'énergie. Sinon, ils vont être épuisés. Donc, l'extraverti a besoin d'être avec du monde. C'est ce qui donne l'énergie. Oui. L'introverti a besoin de se retrouver seul. Donc, un ordinateur, pour qu'il fonctionne, je vais le brancher dans le mur. Il va prendre l'énergie de l'extérieur, c'est l'extraverti. Puis s'il marche la batterie, bien, c'est l'introverti. Je comprends. Ça va? C'est bon. C'est intéressant. Le deuxième point, pour que votre ordinateur, vous soyez capable de l'utiliser, il va falloir vous lui donner des données. Sans rentrer de données, lui, il n'y a pas d'input, il ne peut rien faire. Non. Donc, je vais soit taper sur le clavier, je rentre des données, et je vais donner de l'information, il va prendre l'information, ou je vais parler, puis il va enregistrer mon information. Les gens qui sont sensitifs, ce sont des gens qui ont besoin énormément d'informations. Donc, eux autres, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont goûté, ce qu'ils ont touché, puis là, ils vont te poser 10 000 questions, là. Puis ceux qui sont les intuitifs disent « Il est bien fatigant. » Ben oui. Et voyons donc, ça fait 10 fois que C'est je dis clair, là. il me semble, regarde, là. Oui. Tandis que les intuitifs, c'est pas seulement ce qu'ils vont sentir, mais surtout, avant tout, ce qu'ils vont ressentir. Et c'est très rapide chez eux. Donc, ils captent l'information, mais tout de suite, ils ont un ressenti rapide. C'est les intuitions. C'est ceux qu'on appelle les intuitifs. Donc, l'intuition. Donc, c'est deux façons d'entrer l'information, deux façons différentes. Ouais. Le troisième point, votre ordinateur, pour qu'il puisse fonctionner, vous avez des 1 et des 0 dedans. Oui. C'est ce qu'on appelle les algorithmes. Donc, il va faire des calculs, puis il va vous donner la réponse selon ce que vous avez mis dedans. Donc, ce Carl Jung s'est expliqué là-dedans, c'est qu'on est soit rationnel ou on est soit émotif. Feeler, c'est ça. On est soit des feelers, des thinkers. Thinkers, c'est les gens qui sont rationnels, structurés, organisés, puis ils vont vous parler de façon... pour eux autres, ils vont peser le pour et le contre d'une chose, puis ils vont prendre une décision. Les gens qui sont des feelers sont plus cartésiens, exactement. Les gens qui sont plus feelers, eux autres, ils vont parler « si je vais me sentir bien avec cette décision-là ». Fait que si je parle à quelqu'un qui est rationnel, je lui dis « si tu fais ça, tu as tel résultat ». Je parle à quelqu'un qui est un émotif, je lui dis « si tu fais ça, tu vas te sentir bien ». Ben oui. Et c'est la même chose, mais... C'est le même mais chemin, mais c'est vu mais comme perçu si différemment. on leur parle dans leur langage à eux. Oui, Ouais. ben oui. Si nous, on veut s'entendre, ce qui est important, c'est qu'on ait le même langage commun. Et si on n'a pas le même langage, on ne peut pas se comprendre. C'est un peu ça, c'est juste comprendre le langage de l'autre. Et la dernière dichotomie, ça, c'est Myers et Briggs, la mère et la fille, qui ont créé ça. Et ils se sont aperçus qu'en faisant l'analyse d'environ 40 000 personnes, il y avait des gens qui étaient structurés, organisés, planifiés, puis il y avait des gens qui arrivaient à la dernière minute pas structurés, pas planifiés, puis ils s'adaptaient plus facilement. Ce qu'ils ont appelé, eux, le côté attitude. Donc, l'attitude d'un individu, si je suis un judger avec le J, c'est que j'aime ça, planifier mes affaires d'avance, j'ai une structure, j'ai un agenda, puis là, si tu me demandes de faire de quoi à la dernière minute, ça va me faire paniquer bien. Non, c'est ça. Pas trop de changement, là. Non, celui qui est le perceiver, lui, même si tu donnes de quoi longtemps d'avance à le faire, il va le faire la veille. Il va le faire la veille. Puis si tu lui donnes de quoi à la dernière minute, lui, c'est comme wow, on a du fun, il faut improviser ici, ouais, go, hey, pas la caméra, on passe ça. Ah ouais, tu vas dans l'action. Mais dans un groupe, les gens, c'est important de comprendre qu'on a besoin des deux. Les deux, ça mélange. Ben oui, exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle les dichotomies de la dernière. Donc, moi, quand j'ai fait ça, il a fallu que je donne une gradation à chacune des 4 dichotomies, puis faire 4 des évaluations de posture, donc chez les patients et chez mes sujets de ma recherche. Donc, on s'est rendu compte que ceux qui avaient une posture qui était plus droite, qu'il y avait aussi plus des perceivers dans ce domaine-là, puis plus de gens qui étaient des extrovertis. Donc, ça devient intéressant. La plus grande majorité des gens qui avaient une posture droite étaient plus des P, donc moins rigides dans leur personnalité, moins rigides dans leur posture. L'orientation qu'on appelle en biomécanique, c'est l'orientation des segments, des centres de masse. L'orientation, c'est la même chose quand on en parle au niveau de la personnalité. Donc, c'était assez majeur pour moi. Non seulement je faisais le lien entre le côté physique et le côté psychologique, mais je me suis rendu compte qu'autant en biomécanique, qui est ma première formation, j'avais les mêmes thèmes pour parler de côté psychologique. Donc, c'est puissant. C'est fort. Et ce que j'ai voulu faire, c'est dire, si je travaille sur la posture des gens, sans parler de personnalité, est-ce que je permettrais à ces gens-là de modifier un peu leur personnalité? Et la réponse était oui. Ben oui. Donc, plus on est bien positionné, plus on est à une meilleure posture, plus on se retrouve au centre des dichotomies. Ça ne veut pas dire qu'on va changer d'un côté à l'autre, mais on se retrouve au centre. Et ce que Carl Jung dit, c'est si on va dans notre vie, on hérite de notre personnalité. 50%, ça nous vient de notre famille, de ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité.
Et 50%, c'est appris. Donc, c'est dans ma vie, ce que j'aurai fait dans ma vie, je vais avoir appris des choses, puis ça va modifier ma personnalité. Influencer, oui. Mais pas à changer bout pour bout. Impossible. Mais ce que ça permet de faire, si je m'approche du centre de ma dichotomie, c'est que si j'ai un événement où je suis pas dans ma zone de confort, je vais être capable d'être là sans aucun problème, parce que je suis plus au centre. Quand on est dans les extrémités, c'est beaucoup plus difficile. Tu sors de ta zone, là. Parce que tu es constamment à être soit mal positionné ou avec quelqu'un qui est différent de toi. Tandis que quand on s'approche du centre, ce que Carl Jung dit, c'est qu'on vieillit en sagesse au centre des dichotomies. On n'est plus caméléon. On est capable de s'adapter mieux. C'est ça. Donc, dans l'adaptabilité, surtout aujourd'hui dans notre société, on a moins de problèmes de résistance au stress. Puis on est capable de s'adapter à certaines situations. C'est surtout ça qu'on a besoin, surtout dans un monde aussi en changement qu'on connaît de nos jours. Puis on parlait de réseau tantôt, avec l'étude que tu parlais de Harvard. Oui. Le bonheur, il est là, c'est de s'entourer, puis ça, c'est capoté, parce qu'ils ont dit, c'est-tu la finance, c'est-tu la gloire, c'est-tu le prestige, puis ils sont arrivés à la conclusion. Ils sont même pas encore finis, je pense. Hein? Ils continuent, mais là, ils ont probablement que l'étude, ils vont la garder le plus longtemps possible, parce que pour voir si les sociétés changent aussi dans le temps. C'est pas même l'étude présentement qui perdure le plus depuis longtemps. C'est une des plus longues, ce qu'on appelle longitudinale. Au niveau de la longueur de l'étude, ça date de 7 décennies. Là, exactement. Donc, ça fait très longtemps que ça dure. Non, effectivement. Puis, ça vient sur le même reportage qu'on avait dans les Blue Zones, où ils se sont rendus compte que les gens qui vivaient vieux dans certains pays... C'était qu'il y avait un bel entourage. Exactement. C'est qu'on les gardait actifs le plus longtemps possible. On leur donnait de la valorisation même à un âge avancé, où on leur disait c'est important qu'on ait les aïeuls avec nous, qu'on ait nos plus vieux qui nous donnent des conseils, qu'on va écouter. Et la personne se sent important. En Asie, c'est beaucoup... C'est comme ça, au Japon. Mais en même temps, ce côté-là qu'on parle, c'est tellement important dans nos sociétés de valoriser. On reconnaît une société comment ils traitent leurs enfants, comment ils traitent leurs personnes âgées. Ouais. Si on traite bien nos enfants, nos personnes âgées, on est de façon dépendante. Quand on est dans la vie, on est dépendant à 100% de nos parents. 100%. Si nos parents ne prennent pas soin de nous, on va mourir. Ça va? Clair. On devient adolescent. Oui. Et là, on veut être indépendant. Là, on pense qu'on est indépendant. On connaît tout, là. Oui. Là, on s'habille comme nos amis. Puis on marche comme nos amis. Puis là, on a une identité. Mais on s'est juste identifié à un autre groupe. C'est tout. Hors de la famille. Ouais. Et là, on vieillit. Puis là, on a un premier enfant. Oui. Comme tu vas avoir bientôt. Et là, lorsqu'on a un premier enfant, on appelle maman ou on appelle père. « Hey, père, maman, comment tu faisais ça? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, nos parents, on devient codépendants. Ouais. On devient interdépendants. Ouais. On a besoin de ça. Ils reprennent une certaine place dans notre... Et là, on comprend. Ah, ben oui. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Parce qu'on le revit nous-mêmes. Ben oui, tout à fait. Et à la fin de leur vie, nos parents deviennent dépendants de nous, puis on va prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils passent à une autre vie. C'est capoté pareil, le cycle, le cycle de la vie. C'est drôle quand tu disais tout à l'heure que ta fille a fait les nouveaux... Entrer la vie puis sortir de la vie. Tu sais, mais c'est deux... Il y a un côté qui est très... plus heureux, on va dire plus joyeux. Oui. Mais c'est drôle parce que ma fille, elle voit ça... on voit pas la mort. Quand on côtoie la mort... On la voit différemment. Moi, je comprends. Ouais. Je comprends ce que parce qu'il y a des moments, on veut tous retarder ça le plus loin possible. Oui. Mais il y a des moments que les gens ont vécu quand ils sont près des gens qui vont passer, qui donnent une certaine sérénité. Oui. Puis il y a un leg aussi mental, cérébral qui se fait. C'est pas juste de l'argent. Non, puis au fond... là, je vais vous parler de quoi d'un peu spécial. Tu dois aller là? On ne vit que dans la tête et le cœur des gens. Je vous explique mon concept, OK? J'aime ça déjà, j'aime la phrase. Il est vraiment flyé. Chaque être humain, selon moi, on ne vit pas ailleurs que dans la tête et le cœur des gens. Je vais expliquer aux gens pour qu'on puisse comprendre, puis je vais vous donner des exemples de ça. Moi, je suis ici. Donc... Dans toute ma vie, il y aura 3 choses qui vont être indissociables dans ma vie. Le temps.
toute ma vie, il y a du temps. Le jour où le temps s'arrête, je suis décédé. Je suis décédé, exact. 2, il y a un environnement, il y a un lieu. Je suis en quelque part, là. Ouais. À moins que tu aies pris un coup bien solide la veille, tu te lèves le lendemain, tu dis « Oh mon Dieu, ce que je suis! » que je suis. Tu regardes à côté et tu te dis « C'est qui c'est ça? » Là, c'est encore pire, Ouais, OK? Mais on n'est pas... C'est encore pire, ça, Régent. Là, c'est comme on est ailleurs. C'est là qu'on ne sait plus ce qu'on est. Non. Mais habituellement, on est tous dans un lieu où on va interagir avec des gens. Donc, toute notre vie, on gère du temps. On gère du temps. Et toute notre vie, on gère un lieu, un environnement, nos relations, les gens avec qui on est. Et toute notre vie, on est avec soi-même. En plus. Toute notre vie, on va gérer nous. Oui. Donc, faites n'importe quoi dans votre vie. Peu importe c'est quoi. Pensez à ces 3 affaires-là. Ces 3 affaires-là, si vous les gérez bien, vous risquez d'être heureux dans votre vie. Si vous gérez mal un de ces 3 événements-là, il va y avoir un déséquilibre puis vous allez être malheureux. Donc, quand on sait ça, maintenant, pour que je sache que je suis ici, il a fallu que quelqu'un me dise que je suis ici. Oui, il a fallu que Léon prenne l'agenda. Il a fallu que Léon me dise, Sylvain, c'est là qu'on s'en va. Mais dans ma vie, je n'existe qu'à travers vos yeux. Parce que imaginez que je suis ici, mais vous ne pouvez pas rentrer en contact avec moi. J'essaie de rentrer en contact, c'est impossible, vous ne me voyez pas. Je suis invisible à vous. Ouais. J'aurais jamais eu le reflet de mon existence. Mon existence, je l'ai parce que vous me donnez le reflet de moi. Vous interagissez avec moi, donc je sais que j'existe. J'existe parce que j'existe dans votre tête et dans votre cœur. Il y a quelque chose. Fait qu'on va revenir à l'élément fondamental de ce que je vais expliquer. Moi, j'existe que dans la tête et le cœur des gens, nulle part ailleurs. Si je veux avoir une vie qui est riche, il faut que je rentre dans le plus de tête et le plus de cœur possible. D'une bonne façon. D'une bonne façon, qui vont me redonner ce que je vais avoir donné. Ben oui. Donc, si c'est le cas, parce que si je suis incapable d'être en contact avec les autres, j'aurais jamais su que j'ai existé. En fait... C'est la preuve. Oui, mais la preuve, c'est que on se connaissait pas, je te connaissais pas, mais maintenant je te connais, je vais te connaître pour toujours. T'as une signification pour moi. On peut plus se déconnaître. Non, quand on se connaît, on peut plus se déconnaître. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que ce lien-là est établi, ben ça fait en sorte que tu vas vivre dans ma tête et dans mon cœur quand on va penser. Mais si c'est une relation qui devient de plus en plus intéressante puis qui se développe chez des gens, ben je ne vis que dans la tête et le cœur des gens. Donc, si vous avez des gens qui sont décédés dans votre vie, ils ne sont pas décédés dans votre tête et dans votre cœur. Non, ils sont encore là. Ils sont aussi vivants que lorsqu'ils étaient vivants. Ben oui, ben oui. Est-ce que vous avez des gens que vous avez perdus qui sont chers à vous? Ma grand-mère. Oh. Est-ce que ta grand-mère vit dans ton cœur et dans ta tête? Oui, toujours. Et pour toujours? Et tu ne perdras jamais un souvenir d'elle? Puis aussi, je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses, mais c'était tellement une belle personne qu'il y a aussi le fait que quand elle quitte, on peut célébrer la vie puis célébrer tout ce qu'elle était. Il y a ça aussi, quand c'est les bonnes personnes. Elle est partie trop vite, mais... Oui, mais elle continue à vivre en toi. Oui, ce qu'elle était, elle te l'a transmis. Oui. Donc, tu continues ce qu'elle est. On a vu que dans la tête et le cœur des gens, nulle part ailleurs. Donc, ça veut dire que si c'est le cas, on n'aurait pas toutes ces guerres-là partout, là. Non. Si on comprenait ce principe-là, on se dirait, OK, si on veut chacun d'entre nous bien vivre, il faut qu'on prenne soin des uns des autres. Parce qu'en fond, on est tous interconnectés indirectement. Il y en a qui sont trop dans la tête, passent dans le cœur. Quand il disait « Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère ». C'est qui chantait ça, donc? Gilbert Bécaud. Non, c'était... c'est un Québécois, c'est... c'est pas grave. Ça m'a revenu. Mais l'important, c'est qu'on comprend le message. Vous avez des retards de paiement, vous n'arrivez plus à joindre les 2 bouts, pensez à Roy Métivier Roberge. Je le sais, aller chez un syndic, ça peut faire peur. Mais savez-vous que la très grande majorité des clients de Roy Métivier Roberge se sortent de l'endettement sans faire faillite? Pour en savoir plus sur les solutions qui s'offrent à vous, prenez rendez-vous. Ils sont les mieux notés sur Google avec 5 étoiles et les 2 premières consultations sont gratuites. Avec eux, c'est vous avant tout. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité, rmrsyndic.com. Nous autres, on voulait, parce que c'est intéressant, moi je suis pendu à tes lèvres, je veux qu'on parle de où est-ce qu'on est. Aujourd'hui? Ben oui, parce qu'on est dans une belle place, on veut les saluer. Au 2C, 2B. Bon, 2C, 2B, qui est une belle place de coworking. Sylvain, ici à Terrebonne, j'ai trouvé ça eu la chance beau, de faire le tour tout à l'heure, c'est le fun, avec la belle Genève qui nous a fait faire le tour. C'est vraiment intéressant, oui. On dit le paradis de l'entrepreneur, veut dire tout est là, t'as un gym, t'as une douche. Des espaces ouverts, fermés, il y a un café.
Puis c'est super intéressant pour la collaboration, le réseautage, sortir de l'isolement. Exact. On les salue. On les salue. Oui. On leur souhaite beaucoup de succès à Cassie et son équipe. Parce qu'il y a peut-être d'autres C2, B2 qui vont naître dans d'autres villes. 2C, 2B. Ah, 2C, 2B. Je me mêle avec ce mot-là. Tu es comme moi, tu es dyslexique, fait que tu mélanges les lettres, les syllabes, tout ça. Oui. Mais là, cet après-midi, je fais une entrevue avec Genève. Oui. Elle dit qu'elle a un truc pour moi. Ah. Parce que semble-t-il que je ne suis pas le seul à mélanger le C2, B2. Sylvain, je veux savoir, moi, un gars occupé comme toi qui a un horaire capoté puis que le cerveau il vire tout le temps, il fait quoi pour s'amollir le cerveau? Mettons, Sylvain en boxeur, là. Non, mais je veux dire, c'est quoi qui vient te chercher quand tu dis « Ah, là, je relaxe, là, je suis bien, là, je suis tranquille. » Beaucoup la famille, les la amis. Famille, ouais. T'es un gars de gang. Ouais. Ouais, je suis pas seul dans ma jungle. Je suis un gars de gang. T'aimes ça un peu, faire la fête? Je me trompe-tu? Beaucoup. Oui, c'est ça, oui. hein? Ouais. Je suis pas... T'es pas un tranquille, là. Non, mais je suis pas quelqu'un qui a besoin d'alcool ou de choses comme ça. Non, mais quand je dis la fête, là... Ouais, c'est ça. On est déjà chez chaud quand on est chaud. C'est ça, j'ai pas besoin pas besoin d'être chaud. J'ai du plaisir avec pas grand-chose. Mais j'ai de la peine avec pas grand-chose. Ouais, OK, t'es insensible. Mais je pense que on a deux types de gens qui vont vivre les choses différemment. Tu as des gens qui ont une tête en métal, qui ont un cœur en cristal. Oui, on dit pas de cœur, eux autres. Là. Ben, pas qu'ils n'ont pas de cœur, mais il y a peu de choses qui les affectent. Okay. Ils sont très cartésiens, Ils sont structurés. pas très stressés, ces gens-là. Non, mais ils stressent les autres. Non, c'est une mais tu as j'appelle une tête en métal qui est pas blessée facilement, puis le cœur non aussi. Mais vous avez des gens qui ont une tête en cristal, puis un cœur en cristal. Ouais. Donc, ils sont plus blessés facilement. Facilement, oui. Moi, je fais partie plus de ces gens-là, ce que les gens vont me dire. Qu'est-ce qui te fait de la peine? Qu'est-ce qui fait de la peine à Sylvain Guimond? Moi, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai un problème d'accès lexical, tout ça. Fait que j'ai eu de la difficulté à l'école. Puis j'ai eu des gens qui ont cru en moi. Ce qui me fait de la peine, c'est de ne pas être aimé. Puis, tu sais, on peut pas être aimé de tout le monde. D'être catalogué, peut-être, dire peut-être, tu sais, oui. Ou souvent, je fais les choses différemment parce que, justement, je suis dyslexique. C'est plus cette partie-là, d'une partie de forme de... Moi, je trouve que tout le monde est beau, tout le monde est fin. Ma femme a dit, c'est pas tout à fait vrai, ça. Non. Elle dit, d'un fois, il faudrait que tu sois un peu plus prudent. Puis, effectivement, je reconnais plus maintenant des gens qui sont là soit pour prendre. Tu faisais peut-être, on va dire en affaires, des fois, on fait trop confiance, peut-être, des fois. Mais en fait, ça devrait pas être le cas, mais tu as raison. Mais moi, je pense que quand je te donne ma confiance, tu peux en faire ce que tu veux. Oui, c'est ça. Mais le trust, confiance, ça veut dire mettre ensemble. C'est comme... donc, si je te fais confiance, c'est que je suis capable d'être vulnérable avec toi. Si je suis vulnérable avec toi, tu peux me blesser. Ben, si tu peux me blesser, notre relation, elle devient... ça devient difficile. Donc, pour moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand... si je sens pas que je suis aimé, si on m'applaudit pas, là, oh mon Dieu, je suis sensible à ça. T'as ce désir-là, t'as ce besoin-là. Ouais. Si on dit, mettons, qu'est-ce qui te fait triper au bout? Tu ris comme un fou, t'es crampé, t'as du fun, tu te dis, hey, wow, ça, je passerais 24 heures à faire ça. Moi, ce qui me fait rire, les enfants, ça me fait rire, ouais. J'aime... La naïveté? Je suis encore enfant. Moi, je suis tout le temps en joke. Mais Guimond, ça vient de la famille des Guimond, Olivier Guimond, tout ça. C'est comme... Pour moi, je trouve que l'humour, c'est sérieux. Puis c'est important. Ah, j'aime ça. Puis souvent, il y a des gens qui se prennent trop au sérieux. Tu sais, il y a des gens qui... faudrait peut-être... Tu sais, vous connaissez des gens qui se prennent au sérieux, on va toute la salle de bain, là. Sont plates en tabaslac. Oui, Connaissez-vous des gens qui se prennent pour d'autres?
sont compliqués en tabaslac. Donc, cette partie-là de l'humour est très, très important. Dans un des livres que j'ai écrit, qui s'appelle Les différents quotients, le leadership et le succès, une histoire de Q, c'est la lettre Q. Le premier, c'est les compétences. Aujourd'hui, on est en 2026. Si t'es incompétent, c'est parce que tu le désires vraiment, parce qu'on peut aller chercher l'information, tu peux te nourrir de ça. Ben oui. Le deuxième, c'est le quotient relationnel. Donc, le quotient de créer une relation, ce qu'on parlait tantôt, le réseautage, puis créer la relation. Donc, c'est vraiment important de créer cette relation-là. Donc, peu importe ce que je sais, si je ne le fais pas savoir, ça ne sert à rien. Puis les gens qui ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas parce qu'ils pensent le savent, donc ils ne peuvent pas le savoir. Donc, non, c'est ça. Tu commences à apprendre quand tu sais que tu ne sais pas. Fait que sinon, tu ne peux pas apprendre. Si c'est pas qu'il y a une parole, tu peux pas avoir quelqu'un. Exactement. Donc, c'est le quotient relationnel. Le troisième, c'est le savoir-être. Donc, c'est le quotient du savoir-être. C'est mon quotient émotionnel. Comment je suis capable de lire vos émotions, mais lire mes émotions. Puis un enfant de 10 mois capable de lire les 6 émotions de base. Comment ça qu'on le perd à l'âge adulte? Parce qu'on est dans le jugement, parce qu'on n'est pas ouvert à l'autre. Ensuite, le quotient motivationnel. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque matin, je me lève, j'ai le goût de faire ce que je fais? C'est le quotient motivationnel, c'est le pourquoi que je fais ça. Pourquoi? Le why. Le quotient humoristique, c'est le QH, de dédramatiser des choses. Ça, c'est fort, c'est puissant, ça. C'est vraiment puissant. Puis, en amitié, en affaires. Puis d'être capable de rire de soi en premier. Oui, ben oui. De ne pas se prendre au sérieux. Après ça, tu as le quotient de la gentillesse, le QG. Donc, dans le QG, le quotient de la gentillesse, c'est qu'on est dans une société où si tu es gentil envers les gens, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est comme si la gentillesse ne peut pas être gratuite maintenant. C'est comme si c'était de l'hypocrisie. C'est comme si je suis gentil, c'est parce que je veux quelque chose en retour. On ne peut plus être gentil juste pour être gentil, puis ça, c'est dommage. Même ça s'est perdu, ça, tu penses? Ça s'est perdu énormément. Parce que dans le temps, on disait, tu restes en panne dans un quartier. Tu vas dire, il y a 10 maisons, on est 10, on va t'aider. Les gens allaient emprunter du sel, du sucre à gauche, c'est à droite. Ça s'est perdu un peu, ça. Ça s'est perdu, on ne sait même plus c'est qui reste à côté. Non, c'est ça. On parle des beaux voisins. Mais non, quand tu étais plus jeune, tu faisais un mauvais coup dans ton quartier, ça se fait que ce soit le voisin qui t'en prenne. Quand tu rentrais chez toi, tes parents, tu chicanais pas tout ça. Puis le lendemain, tes parents allaient voir le voisin puis disaient merci d'avoir pris mon fils ou ma fille. Je chicanais pas l'enfant d'un voisin aujourd'hui, vous allez recevoir une mise en demeure, c'est ça, si vous connaissez le voisin. Donc, on est dans une société où c'est chacun pour soi. On est capable de communiquer avec des gens partout dans le monde, mais on est incapable de communiquer avec les gens qui sont à côté de nous autres. Fait que ça devient problématique. Et dans cet isolement-là, social des individus, on perd l'humanité, l'humain. Parce que plus il y aura de l'intelligence artificielle, plus on aura besoin d'humains, parce que si vous voulez avoir une grande valeur dans le monde de demain, soyez le plus humain possible. Ouais. C'est ce qui va manquer cruellement à tout le monde. Oui, hein? Dans toutes les entreprises. Je suis content d'entendre ça, parce que ça faisait partie de ma prochaine question. Est-ce qu'on garde encore confiance, parce que on est d'accord, c'est un constat là, qu'on dit, c'est pas une émotion que tu es en train de nous transmettre, c'est vraiment un constat. On sent que, surtout la COVID, ça n'a pas aidé, la pandémie n'a pas aidé. Mais est-ce que tu sens qu'il y a là, je comprends que oui, il y a un regain, ça sent... Tu sais, Régent, quand il y a eu la COVID, au départ, les gens, ça a fait comme, on peut relâcher. Les gens allaient mieux les 2-3 premières semaines. Oui. On se dit, un petit break. Un petit break. Quand ça a duré plusieurs mois, là, on commençait à freaker un peu. Ça va-tu rester longtemps? Puis là, on avait des contraintes, l'isolement. Puis là, on disait aux gens, faut que tu restes pas plus que 4-6 personnes d'une famille. Ça. Fait que tu prends une marche à telle heure, puis ton chien, pas de chien, puis oh boy! Fait que là, on faisait venir du monde chez nous pareil, OK? Puis on cachait les voitures un peu partout, puis on mettait Robert dans le garde-robe, puis quand ça cognait à la porte, tout le monde capotait. Puis aujourd'hui, qu'on peut être tout le monde ensemble, on veut plus rien savoir de personne. Non, c'est ça. Un peu spécial. Mais tu sens-tu que ça... Moi, en tout cas... je pense que... On dirait que ça revient un peu plus... Pour certaines personnes. Oui. Je pense pour certaines personnes... On parle de groupe, on parle de réseau... Ça crée aussi une certaine phobie sociale de certaines personnes. Oui. Nos plus jeunes, là, qui ont manqué une grosse partie de leur vie, les adolescents qu'on a mis de côté, les enfants qui étaient au primaire, et leur vie, elle a une grosse cicatrice. Puis, je pense qu'elle va rester quand même encore longtemps. Il y a même des gens qui n'ont pas eu de graduation. Ben oui, mon fils, il est gradué à l'université. Il n'a pas eu sa graduation. Bon, c'est à 22 ans. C'est ça. C'est un peu plate. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu le... Tu sais, c'est un bout que tu vis longtemps, ta vie. Le bal des finissants, on a 5, imagine. Les petites filles avec Europe. Puis, je dis les petites filles, c'est les jeunes femmes, mais tu sais, ça reste que c'est important pour eux dans l'évolution, dans la jeunesse. J'espère que les gens prennent conscience que
on a besoin... L'être humain, c'est un être social. On a besoin d'être ensemble. On a besoin des uns et des autres, puis de se regrouper, puis d'avoir de la gentillesse, puis de parler aux gens. Puis c'est le fun, honnêtement. Moi, en tout cas, tu sais, le fait de te recevoir, puis tout ça, puis de jaser. Quand est-ce que quelqu'un va dire, Sylvain, parle-nous donc là, pendant 1 heure de toi, là, à part quand tu fais des conférences? Tu sais, je veux pas qu'on oublie aussi un autre ami, parce que c'est bien plate, mais si on t'a reçu aujourd'hui, c'est grâce à bien du monde. Tu sais comment est-ce que c'est? Nos amis de Roi-Métivier-Roberge. Oui, on a eu la chance d'interviewer Benoît. Benoît Lefebvre, qui était avec nous hier, qui dirige, lui, l'équipe de Mascouche. Oui. Ils sont partout. Partout. Puis moi, ce que j'ai retenu de ce syndic-là, qui est venu, cet expert-là, qui est venu nous parler avec Roi-Métivier-Roberge, c'est que c'est pas juste la faillite. Il n'y a pas juste la faillite. Les gens disent « Ah, un syndic, c'est faillite. Un syndic, c'est faillite. » On dirait qu'on associe le mot syndic à faillite, problème financier, oui, mais il nous a parlé hier, puis vous écouterez l'entrevue, il y a des solutions, il y a des propositions, il y a des ententes, ils peuvent vous aider. Il y a beaucoup de coaching là-dedans, il y a beaucoup de consultations, il y a beaucoup d'informations. J'aimais ça. Je sais pas toi, mais moi, j'ai eu recours à eux, moi, v'là une vingtaine d'années. J'ai trouvé que c'était tough pour un entrepreneur. Aux États-Unis, souvent, on côtoie des gens qui ont fait des faillites, puis ils reviennent plus fort, puis ils repartent d'autres choses. Ici, on voit ça comme un échec, malheureusement, parce que c'est un passage. Mais pour un entrepreneur, c'est difficile. Hein? Je pense qu'on ne peut pas juger des gens parce qu'eux autres, ils ont pris un risque. Oui. Moi, c'est ça. Les gens qui jugent d'autres personnes qui n'ont jamais pris de risque, mettez-vous dans leurs souliers. Oui, pendant la pandémie, justement, les choses s'arrêtaient. Il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas rien. Ouais. Non, c'était tough. Puis parfois, c'est pas juste les risques qu'on prend, mais c'est des événements qui nous arrivent. La maladie. Exactement. Quelque chose qu'on n'a pas nécessairement tout le temps de contrôle. Non. Fait qu'il y a aussi ça. Puis c'est ces gens-là qui font en sorte... Tu sais, la réussite en affaires, parce qu'on parle d'affaires ici, là, c'est pas le chiffre d'affaires des gens. C'est le nombre de personnes qui bénéficient de ce que tu as créé ou inventé. Donc, le plus de nombre de gens qui mettent de la nourriture sur leur table à tous les soirs, vous avez réussi. Si vous avez une entreprise où vous avez 10 employés, dites-vous que, hey, il y a 10 personnes qui vivent une vie à cause de vous, qui ont des rêves, qui mettent de la nourriture sur leur table, puis qui vont peut-être envoyer leurs enfants à l'école à cause de vous. Ça c'est un entrepreneur. Oui. Ça, c'est important. Puis si vous avez une entreprise où il y a encore plus de monde, bien... Tant mieux. Tant mieux. Puis tantôt, moi, je suis curieuse parce que tantôt, on parlait que c'est important les gens qui croient en nous. Je suis curieuse d'entendre quelqu'un qui a cru en toi dans ton parcours. J'ai eu 2 personnes qui ont été... mes parents, même si j'étais dyslexique, ils m'ont traité comme mes frères et ma soeur qui étaient, eux autres, très bons à l'école. Fait que eux ont cru à moi que moi, je croyais pas en moi. Puis ils m'ont jamais traité différemment, même si j'avais échoué à l'école au primaire puis au secondaire. Il y a une religieuse qui m'a pris sous son aile au secondaire, qui s'appelle Sœur Rita Lanois, qui est décédée aujourd'hui, mais qui m'a fait faire un petit problème de mathématiques. Puis j'ai trouvé la réponse. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Mais au lieu de me dire « t'es pas vite-vite », elle m'a dit « wow, t'es créatif ». C'est mieux de dire à quelqu'un « t'es créatif » que « pas vite-vite ». Moi, je l'ai cru, puis ça a changé ma vie. Les mots peuvent guérir ou les mots peuvent blesser. Oui, Donc, mots. On a besoin des gens qui croient en nous. Et l'autre personne, c'est un chiropraticien qui s'appelle Roger Saint-Amand, qui est décédé aujourd'hui, qui, après différentes blessures que j'ai eues en jouant au hockey, il m'a aidé énormément, puis ça m'a donné le goût d'aller dans ce domaine-là de la médecine sportive que j'ai faite, la biomécanique, tout ça, grâce à lui. Donc, c'est 2 personnes qui ont vraiment cru en moi. Puis aujourd'hui, j'ai une conjointe qui croit en moi. Si mes enfants ont le même regard sur moi que moi j'ai sur mes parents, j'aurais réussi. Ben oui. Puis je regarde aussi Léon Maurice, qui est mon meilleur chum, qui voyage partout avec moi, puis qui s'occupe de mes conférences. Quand les gens ont besoin, ils vont sur sylvainguimont.com. Léon va les prendre en charge, il va s'occuper d'eux. C'est le meilleur gars au monde. C'est un anthropologue de formation. Oui. Donc, il a étudié le comportement de l'être humain en société. C'est un gars qui a enseigné pendant 25 ans le français dans les écoles avec des jeunes adolescents. Puis aujourd'hui, toutes les deux, on parcourt le Québec. On fait entre 80 et 100 000. On fait entre 175 et 200 conférences par année où on se promène à travers le Québec à aller parler à des gens, à avoir du plaisir ensemble dans toutes sortes d'entreprises.
Puis toutes sortes de sujets aussi. Toutes sortes de sujets. Ouais, c'est ça qui est le fun. Parce que ça, on en connaît. Les gens, on les bâtit les gens ensemble. Ouais. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils me disent, OK, j'aimerais ça parler de motivation, parler de relations, de contacts. Je veux parler de gestion du stress, de travail d'équipe. On parlait tantôt des types de personnalités. Les types de personnalités. Je peux même parler de santé-sécurité. Puis c'est le fun parce que tu peux amener des sujets autant physiques que psychologiques, d'équipe, de performance. T'es comme un peu le conférencier passe-partout. Là. Un peu. Non, mais pour vrai. Oui, là, ça permet aux gens de me revoir plusieurs fois dans la même entreprise. C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis agréablement surpris. Je ne sais pas, Caroline, comment est-ce que... Si, très belle rencontre. Puis si on veut finir sur une note, si on a un message court que tu aimerais passer aux auditeurs, ça, c'est le fun. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? La vie est courte. La vie est belle parce qu'elle est courte. Oui. La vie est belle parce qu'elle est courte, il faut donc en profiter. OK, j'aime ça. La vie est belle parce qu'elle est fragile, il faut la protéger. Donc, la vie est belle parce qu'elle est belle, il faut juste l'aimer. Puis si... Il faut s'ouvrir à elle aussi, peut-être. Oui, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis c'est à vous d'amener le bonheur aux autres. C'était chacun d'entre nous de se sourire, de se parler sur la rue, de dire comment ça va. Parce que vous regarderez, vous ferez ça, là, je dis aux gens qui nous écoutent. Oui. Souriez aux gens sur la rue, dites bonjour un peu étranger, tout le monde va vous regarder. Les gens sont pas habitués. Puis là, pourtant, j'ai juste dit bonjour, puis passer une belle journée. On faisait tous un peu ça, oui. Le sourire, juste le sourire, là. Ça fait du bien. Juste dans le métro, quand tu souris, là, t'es comme un extraterrestre. C'est ça. On est vu différemment. C'est comme, on est dans une société où c'est chacun pour soi. Ouais. Mais on le voit aussi dans l'ensemble de ce qui se passe. Donc, si on était juste bienveillants les uns vers les autres, d'avoir du plaisir, de parler, de vouloir aller vers l'autre, de connaître l'autre. Avoir de l'empathie, avoir de l'écoute, avoir de l'intérêt. Exactement. Tu sais, quand on parlait hier, justement, c'est avec qui qu'on jasait de ça, on disait, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, bonjour, ça va bien? Tu sais, comment ça va? Vérouchka. Avec Vérouchka. Toi, tu me réponds, oui, ça va. Mais on arrête là. C'est ça. Mais pourquoi? Ça veut dire que je t'ai juste dit ça mécaniquement? C'est mécaniquement beaucoup. C'est par politesse. Alors que je veux vraiment savoir comment ça va. Ouais. Alors, Simon Guimond, merci pour ça, beaucoup. il faut un contact visuel, puis il faut s'intéresser à l'autre. Un beau sourire. Oui, un beau sourire. Yes, sir. Continue, Simon. Sylvain, parce que tu nous inspires, c'est bien évident. C'est gentil. Puis on a juste des compliments à te faire. D'ailleurs, je t'ai tellement... tantôt, je disais, écoute, le gars qui s'en vient, là, t'as aucune idée. Là. Quand elle m'a dit, je le connais pas. Faut t'aller googler ce gars-là. Je me rappelle, moi, la fois que tu m'as marqué le plus, c'est quand t'avais appelé mon gendre. Ah oui. À Oklahoma. Oui. Au baseball, parce qu'il filait d'onde. Oui. Puis tu me l'as offert. Écoute, je te l'ai même pas demandé. Oui. C'est toi. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Puis appeler mon gendre. On était pas... on se connaissait pas autant qu'on... Tu sais, je veux dire, t'as un côté altruiste très fort, puis ça se dégage, puis les gens aiment ça. Ben, je le retrouve en même temps. C'est ce que c'est tout à ton les gens me redonnent. Donne, tu vas recevoir. Ouais. Vraiment heureux. Merci beaucoup, t'es fin, puis ça paraît. Merci. Puis tu le dégages. Merci. Fait que, veux pas. À te côtoyer, on devient... on prend des bons coups, puis on devient plus heureux. Caroline, merci beaucoup. Merci. Caroline, merci. Merci beaucoup. Puis je suis content que tu aimais ça, puis que tu rencontres cet être exceptionnel. Sylvain, bonne continuité. Merci. Nous autres, la gang, on le sait pas. Quand est-ce qu'on va venir, on le sait jamais, vous le savez. Mais une chose est sûre. On va revenir. On va revenir avec du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.